La nuit où ma grand-mère est décédée, ma belle-mère portait du blanc à l'enterrement et souriait devant les objectifs des téléphones, mais ce n'est pas là que cette histoire commence. Elle commence avec une boîte en bois, un coffret en merisier pas plus grand qu'une boîte à chaussures, avec des charnières en laiton qui avaient verdi avec le temps. Ma grand-mère l'a pressée entre mes mains 3 jours avant de s'éteindre. Elle était allongée dans son lit de soins palliatifs, sa peau ressemblait à du papier de soie et sa voix n'était qu'un souffle. « Clara, m'a-t-elle dit, ne laisse pas Béatrice toucher à ça, promets-le-moi. » J'ai promis. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne savais pas que cette boîte vaudrait bien plus que tous les mensonges que ma belle-mère avait jamais racontés, et je ne savais pas que la femme qui avait passé 15 ans à m'effacer de ma propre famille était sur le point de s'effacer elle-même. Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans et je suis institutrice en classe de CP dans une école publique à Nantes. Je conduis une vieille Renault Clio de 12 ans avec un pare-brise fêlé, j'achète mes vêtements chez Emmaüs et je déjeune à mon bureau parce que je n'ai pas les moyens de manger au restaurant. Jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais que je ne valais exactement que ce que ma belle-mère me répétait sans cesse, c'est-à-dire rien. Béatrice a épousé mon père quand j'avais 16 ans. Ma mère était morte depuis 2 ans déjà, tuée par un conducteur ivre sur l'autoroute à 83 alors qu'elle rentrait de sa garde de nuit à l'hôpital. Mon père, Gérard, était un homme tranquille, un ébéniste qui fabriquait des meubles de ses mains, parlait doucement et aimait ma mère d'une manière qui rendait toute la maison chaleureuse. Quand elle est partie, la chaleur est partie avec elle et Gérard n'est devenu qu'une ombre. Il a arrêté de manger, de travailler, et il ne me regardait plus parce que j'avais les yeux de ma mère et que chaque regard était pour lui une blessure. Béatrice est arrivée comme un hélicoptère de sauvetage, bruyante, confiante et d'une élégance impeccable. Elle avait des cheveux blonds platine et un dressing rempli de vêtements de créateurs qu'elle achetait avec des cartes de crédit qu'elle ne pouvait pas rembourser. Elle a dit à mon père qu'elle s'occuperait de tout, qu'il méritait d'être heureux à nouveau et que j'avais besoin d'une mère. Ce qu'elle ne lui a pas dit, c'est qu'elle traînait 90 000 € de dette et qu'elle avait été expulsée de son dernier appartement pour loyers impayés. Elle ne lui a pas dit que son précédent mariage s'était terminé quand son ex-mari avait découvert qu'elle avait ouvert cette compte en son nom, et elle ne lui a certainement pas dit que la seule chose qu'elle voulait de Gérard, c'était l'accès au patrimoine immobilier de ma grand-mère. 3 appartements en location à Guérande qui étaient dans la famille depuis des décennies. La première chose que Béatrice a faite après le mariage a été de redécorer la maison. Elle a jeté les rideaux de ma mère, sa vaisselle, sa boîte de recettes de cuisine. Elle a repeint la toise que ma mère avait tracée sur le cadre de la porte de la cuisine, celle qui suivait ma croissance de 2 à 14 ans avec des petites notes au stylo bleu à côté de chaque trait. La première rentrée de Clara, Clara a perdu sa dent de lait, Clara ma petite fille courageuse, tout cela a disparu, recouvert par un gris perle impersonnel. La deuxième chose qu'elle a faite a été de faire emménager son fils, Julien. Il avait 19 ans, soit 2 ans de plus que moi, et il portait le même sourire méprisant que sa mère. Julien a eu la chambre d'amis, on m'a installé dans le grenier aménagé. Julien a eu une voiture neuve pour ses 20 ans, j'ai eu droit à un discours sur la chance que j'avais que Béatrice ne m'ait pas envoyé en internat. Julien était félicité pour ne rien faire, j'étais puni d'exister. Mais ma grand-mère, la mère de ma mère, Simone, voyait clair dans son jeu. Simone avait 78 ans quand Béatrice a débarqué, et elle possédait cette lucidité que l'âge donne parfois aux gens. Elle vivait dans une petite maison sur le golfe du Morbihan, cultivait ses tomates et jouait au bridge tous les mardis. Elle était la seule personne dans ma vie qui me faisait me sentir réel. Cette femme est un parasite, m'a dit Simone un jour, assise sur son perron alors que la mer scintillait derrière elle. Elle a épousé ton père pour ce qu'il possède, pas pour ce qu'il est, et quand elle aura tout pris, elle le laissera sans rien. J'avais 17 ans, je ne comprenais pas tout à fait, mais je m'en suis souvenu. À mes 18 ans, je suis parti. J'ai payé mes études grâce à des bourses et en travaillant comme serveuse. J'ai obtenu mon diplôme d'institutrice à l'université avec mention et j'ai emménagé dans un petit studio à Nantes qui me coûtait 60% de mon salaire. Je n'ai rien demandé à Gérard, je n'ai rien demandé à Béatrice. J'ai disparu si complètement de leur vie que la plupart des gens oubliaient que Gérard avait une fille. Mais Simone n'oubliait pas. Elle m'appelait tous les dimanches, elle m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de 20 € glissés à l'intérieur. Elle est venue à ma remise de diplôme dans une robe lavande et a pleuré quand on a appelé mon nom. Et quand elle est tombée malade, un cancer foudroyant diagnostiqué en mars et qui l'a emporté en juin, elle s'est assurée que je sois là jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la boîte. Ne laisse pas Béatrice toucher à ça, promets-le-moi.
Les obsèques ont eu lieu un samedi. Simone avait demandé une petite cérémonie intime à l'église paroissiale, mais Béatrice en a fait une mise en scène. Elle a engagé un fleuriste de luxe, commandé un traiteur, et elle portait un ensemble en lin blanc qui coûtait probablement plus cher que la pension de retraite mensuelle de Simone. Elle se tenait devant l'église, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir brodé à ses initiales. J'étais assise au 3e rang, je portais la robe noire de ma mère, la seule chose que j'avais réussi à sauver, même si elle était un peu trop large aux épaules. Je tenais le coffret sur mes genoux. Gérard était assis à côté de Béatrice au 1er rang, il avait l'air perdu. Il avait toujours l'air perdu maintenant. Béatrice l'avait vidé de sa substance pendant 15 ans, dépensant chaque euro qu'il gagnait, l'isolant de ses amis et le convainquant que son jugement à elle était le seul qui comptait. Il avait 59 ans et en paraissait 75. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis dans la maison de Simone pour la collation. C'est là que Béatrice a tenté sa chance. Elle m'a coincé dans la cuisine, loin des autres invités. Julien se tenait derrière elle, appuyé contre le réfrigérateur, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, Clara ?» a demandé Béatrice. Sa voix était mielleuse, mais ses yeux calculaient tout, évaluant le prix de chaque chose. « Des affaires personnelles, ai-je répondu, grand-mère me l'a laissé. » Béatrice a penché la tête, de la même manière qu'un chat avant de bondir. « Tu sais, ma chérie, ta grand-mère n'avait plus toute sa tête à la fin, avec toute cette morphine et la confusion. Mon avocat dit que tout ce qu'elle a donné dans ces derniers jours pourrait être contesté devant le notaire. Elle était parfaitement lucide, ai-je dit, les infirmières de l'unité de soins palliatifs peuvent le confirmer. » Des infirmières, a ricané Béatrice avec mépris, les infirmières ne sont pas des experts juridiques, Clara, elles ne sont pas qualifiées pour évaluer la capacité mentale, mais tu t'y connais bien en manque de qualification, n'est-ce pas? Toi qui apprends à faire du coloriage à des gamins de 6 ans. Julien a ricané. Béatrice s'est rapprochée. Voici ce qui va se passer, tu vas me donner cette boîte, je vais demander à l'avocat de Gérard d'examiner ce qu'il y a dedans, et s'il y a quoi que ce soit de valeur, cela appartient à la succession, ce qui signifie que cela appartient à ton père, et donc à moi. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Je l'ai regardée et j'ai pensé à toutes ces années qu'elle m'avait volées, la toise effacée, le grenier, le silence de mon père. J'ai pensé aux mains de Simone, fines et tremblantes, pressant la boîte contre les miennes. Non, ai-je dit. Le visage de Béatrice a changé, le sucre a laissé place à l'acide. Petite ingrate, as-tu seulement idée de ce que j'ai fait pour cette famille? J'ai maintenu ton père en vie après la mort de ta mère, je t'ai donné un toit, je t'ai nourri, et c'est comme ça que tu me remercies, en accaparant les vieilleries d'une morte? C'était ma grand-mère, ai-je répondu. C'était une vieille folle sénile qui vivait dans une bicoque au bord de l'eau, a craché Béatrice, et ce qu'elle t'a laissé dans cette boîte ne vaut rien, comme tout le reste dans sa pathétique petite vie. Elle a tendu la main pour prendre la boîte, je l'ai écartée brusquement. Donne-la-moi, Clara. Non. La main de Béatrice a jailli et a agrippé mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Julien a fait un pas en avant pour bloquer la porte. Tu n'as pas le droit de me dire non, a murmuré Béatrice, tu ne l'as jamais eu et tu ne l'auras jamais. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec, je suis passé devant Julien qui n'a pas bougé, se contentant de sourire. J'ai traversé le salon, passant devant les invités qui mangeaient des petits fours dans les assiettes dépareillées de Simone, devant Gérard assis dans son fauteuil regardant le vide, et je suis sorti. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec la boîte sur le siège passager, mon poignet portait 4 marques rouges en forme de croissant. Je n'ai pas ouvert la boîte ce soir-là, je n'étais pas prête. Il m'a fallu 3 jours. Le mardi matin, avant de partir à l'école, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, enveloppé dans un vieux torchon de ma mère avec des motifs de fraises délavées, j'ai trouvé 3 objets. Une clé en laiton, petite et lourde, gravée du numéro 7714. Une carte de visite de la Banque de Bretagne à Nantes, avec au dos une mention manuscrite, demandez Monsieur Navarret, département gestion de patrimoine. Et enfin, une lettre de la main de Simone. Ma chère Clara, disait-elle, je n'ai jamais dit à personne ce que je vais te révéler car les mauvaises personnes s'en seraient emparées. En 1972, ton grand-père et moi avons acheté un petit terrain sur la côte près de Guérande, nous l'avons payé 4000 francs à l'époque. Au fil des ans, j'ai utilisé les revenus locatifs pour investir, pas dans des choses risquées,
mais dans des entreprises solides qui versent des dividendes. J'ai tout placé dans un contrat de gestion à ton nom. La clé ouvre un coffre-fort à la Banque de Bretagne, tout ce dont tu as besoin est à l'intérieur. Je sais que tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, Clara, Béatrice te l'a dit et le silence de ton père te l'a confirmé, mais je te le dis aujourd'hui, tu es la personne la plus précieuse de cette famille, ne laisse personne prendre ce qui est à toi, avec tout mon amour, grand-mère. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai mis mon manteau, j'ai posé mon premier congé maladie en 4 ans et j'ai conduit jusqu'à la banque. L'agence était située dans un bel immeuble ancien avec de hautes fenêtres. Je suis entré avec la clé et la carte de visite. Le hall était calme, une femme à l'accueil a levé les yeux. Je cherche Monsieur Navarret, ai-je dit, gestion de patrimoine. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais j'ai ceci, et j'ai montré la clé. Elle a décroché son téléphone. 2 minutes plus tard, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et portant un costume bleu marine est apparu. Il avait un regard bienveillant et une poignée de main ferme. Je suis Daniel Navarret, a-t-il dit, je suis responsable ici depuis 32 ans. Il a regardé la clé, puis il m'a regardé. Êtes-vous Clara? Oui. Quelque chose a changé dans son expression, pas de la surprise, mais de la reconnaissance, comme s'il m'attendait, pas forcément aujourd'hui, mais un jour ou l'autre. Veuillez me suivre, a-t-il dit. Il m'a conduite au sous-sol, au-delà des guichets, à travers une porte sécurisée et jusque dans la salle des coffres. C'était frais, silencieux, avec cette odeur métallique caractéristique. Il a trouvé le coffre 7714, l'a fait glisser et l'a posé sur la table. Votre grand-mère a mis en place ce mandat de gestion en 1982, a-t-il expliqué pendant que je tournais la clé. Elle était l'une de nos clientes les plus rigoureuses, elle réinvestissait chaque dividende, n'a jamais retiré un centime et mettait à jour son portefeuille chaque année jusqu'à son diagnostic, elle vous a désigné comme unique bénéficiaire effective dès son décès. J'ai ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait une épaisse enveloppe remplie de documents, des certificats de titre, des relevés de compte, des actes de propriété et un résumé de portefeuille daté de janvier de cette année. Monsieur Navarret s'est assis en face de moi. Selon la dernière estimation, a-t-il annoncé, le patrimoine s'élève à environ 8,7 millions d'euros en actions diversifiées, obligations d'État et 3 propriétés commerciales en Loire-Atlantique. J'ai fixé le chiffre sur la page, 8,7 millions d'euros. J'ai repensé à mon pare-brise fêlé, à mes vêtements d'occasion, aux billets de 20 euros dans les cartes d'anniversaire. Votre grand-mère était une femme remarquable, elle comprenait les intérêts composés mieux que bien des gestionnaires avec qui j'ai travaillé, elle est partie de presque rien et n'a jamais cessé de bâtir. Est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Ai-je demandé. Non, elle a été très précise là-dessus, elle m'a dit un jour, Monsieur Navarret, les vautours tournent autour de nous, ne les laissez pas se poser. J'ai refermé la boîte, mes mains étaient stables mais mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une preuve, la preuve que Simone avait passé 50 ans à construire discrètement une forteresse autour de moi pendant que le reste du monde essayait de me démolir. Elle avait anticipé Béatrice, le vol, l'effacement, et elle s'y était préparée. J'ai demandé des copies de tout et je suis sorti de la banque dans la grisaille matinale de Nantes avec 8,7 millions d'euros à mon nom et un plan qui se dessinait dans mon esprit, un plan que je n'avais pas encore le courage de formuler à haute voix. C'est mon mari, Thomas, qui l'a fait pour moi. Thomas travaille comme auditeur financier pour un cabinet à Paris, nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée chez des amis quand j'avais 26 ans. C'est le genre d'homme qui lit des rapports financiers pour s'amuser et qui repère un bilan frauduleux aussi vite que je repère un élève qui n'a pas fait ses devoirs. Il est calme, précis, patient, tout l'opposé de l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Quand je suis rentré et que j'ai étalé les documents sur la table de la cuisine, il les a étudiés pendant 1 heure sans dire un mot, puis il a levé les yeux. Cela change tout, a-t-il dit. Je sais. Béatrice n'est pas au courant. Non, mais elle va essayer de s'en emparer, elle cherche déjà à contester tout ce que Simone t'a laissé, et si elle découvre l'existence de ce patrimoine, elle essaiera de briser le contrat ou de prétendre que Simone n'était plus capable. Je sais. Il est resté silencieux un instant. Alors, que veux-tu faire? Je veux protéger ce que grand-mère a bâti, et je veux savoir la vérité sur ce que Béatrice a fait de l'argent de mon père. Thomas a hoché la tête lentement. Ça fait des années que je veux creuser ça, donne-moi une semaine. Il ne lui a pas fallu une semaine, 4 jours ont suffi.
Ce que Thomas a découvert était pire que ce que j'imaginais. Béatrice n'avait pas seulement dépensé l'argent de Gérard, elle avait systématiquement pillé tout ce qu'il possédait. Les 3 appartements à Guérande, que Simone avait cédés à Gérard il y a des années, Béatrice les avait hypothéqués à nouveau sans qu'il le sache. Elle avait imité sa signature sur les documents de prêt, elle avait retiré 620 000 € en numéraire grâce à ses crédits et avait transféré l'argent sur un compte personnel dont Gérard ignorait l'existence. Quant aux traites qu'elle était censée payer, elle avait arrêté de les verser depuis 9 mois et 2 des propriétés étaient déjà en procédure de saisie. Le crédit de Gérard était ruiné. Mais ce n'était pas tout, Béatrice avait aussi contracté un prêt sur la maison que Gérard possédait en propre, la maison qu'il avait construite de ses mains, celle où la toise de ma mère se trouvait autrefois. Elle avait utilisé cet argent pour financer le business de Julien, une boutique de cigarettes électroniques qui perdait de l'argent depuis 2 ans avant de fermer définitivement. Julien, que Béatrice présentait comme un entrepreneur à succès, était en réalité criblé de dettes à hauteur de 140 000 € et vivait sur ce qu'il restait de la valeur de la maison de Gérard. Elle imite son nom depuis au moins 3 ans, m'a dit Thomas en me montrant les documents côte à côte. Sa vraie signature ne correspond à aucune de celles-ci, elle a été négligente, différents stylos, différentes inclinaisons, n'importe quel analyste débutant le verrait. C'est une fraude, ai-je dit. C'est bien plus que ça, c'est de l'escroquerie, de l'abus de faiblesse et du faux en écriture. Ton père a 59 ans, mais il est sous l'emprise totale de cette femme, elle contrôle ses finances, ses liens sociaux, ses décisions médicales, elle est sa gardienne de fait et elle le dépouille aveuglément. J'ai senti quelque chose se briser en moi, pas de la tristesse car j'avais épuisé ma tristesse depuis longtemps, mais une clarté absolue, celle qu'on ressent quand on voit enfin le champ de bataille d'en haut. Béatrice pensait chasser une boîte remplie de souvenirs inutiles, elle ne savait pas que je pesais 8,7 millions d'euros, elle ne savait pas que mon mari avait cartographié chacun de ses crimes. Et elle ne savait pas que la femme qu'elle traitait de moins que rien était sur le point de démanteler sa vie avec la même patience que Simone avait mise à bâtir sa fortune, un geste invisible après l'autre. Mon téléphone a sonné ce soir-là, c'était Gérard, ou plutôt Béatrice utilisant le téléphone de Gérard. Clara, ma chérie. La voix de Béatrice était différente, chaleureuse, presque complice. L'agressivité de l'enterrement avait disparu, elle jouait un nouveau rôle. J'ai repensé à ce qui s'est passé lors de la collation, j'étais bouleversé, le deuil fait dire des choses terribles, je veux m'excuser. D'accord, ai-je répondu en gardant une voix petite et incertaine, celle de la jeune fille du grenier. J'en ai parlé à ton père et nous sommes d'accord pour dire que Simone aurait voulu que nous gérions sa succession en famille, ensemble, j'ai donc organisé une réunion avec notre notaire, Maître Lefebvre, ce samedi à la maison. Tous les héritiers dans la même pièce pour tout mettre à plat légalement, je veux faire les choses correctement. Faire les choses correctement, dans la version de Béatrice, cela signifiait contrôler le récit, dominer la pièce et s'assurer de repartir avec tout ce qui n'était pas scellé au sol. Est-ce que papa sera là? Ai-je demandé. Bien sûr mon ange, c'est une affaire de famille. Et la boîte? Tu veux que je la porte? Seulement si tu es à l'aise avec ça Clara, pas de pression, mais oui, ce serait utile que nous voyions tout ce que Simone t'a laissé, par souci de transparence. La transparence venant d'une femme qui avait falsifié la signature de son mari sur 6 prêts différents. D'accord, ai-je dit, je serai là samedi. Merveilleux, midi pile, nous déjeunerons ensemble, je prépare le poulet au citron que ton père adore. Elle a raccroché. J'ai regardé Thomas, il était déjà sur le site de la gendarmerie pour voir comment déposer une plainte officielle. Elle va essayer d'invalider le mandat de gestion, a-t-il dit, elle va prétendre que Simone n'avait plus ses capacités, elle utilisera Julien comme témoin, tout est un piège. Je sais, ai-je répondu, c'est pour ça que nous allons la laisser installer sa scène et que nous allons l'utiliser contre elle. Le samedi est arrivé avec une pluie froide d'octobre. Thomas et moi avons conduit jusqu'à la maison de Gérard à Guérande, la maison de mon enfance, celle que mon père avait bâtie et que Béatrice avait discrètement hypothéquée jusqu'au cou. Elle nous a ouvert la porte portant un pull en cachemire et des perles. Le salon avait été disposé comme une salle d'audience, une longue table de salle à manger au centre, des chaises de chaque côté et un dossier en cuir devant la place de Béatrice. Gérard était assis au bout de la table, il semblait diminuer, les mains croisées sur ses genoux. Julien était à la droite de Béatrice, portant une veste de costume trop chère pour lui. Maître Lefebvre était assis en face, un homme mince aux lunettes fines qui avait la posture de quelqu'un qui facture à la minute. Clara, bienvenue,
a dit Béatrice en désignant une chaise comme si elle m'invitait chez elle pour la première fois alors que j'y avais vécu 16 ans. Et Thomas, quel plaisir, asseyez-vous je vous en prie. Je me suis assise et j'ai posé le coffret en bois sur la table devant moi. Les yeux de Béatrice se sont fixés dessus, elle essayait de cacher son avidité mais je la voyais bien, ce même regard de calculatrice. Bien, a dit Béatrice en lissant sa serviette, maître, pourquoi ne pas nous expliquer la procédure? Le notaire s'est raclé la gorge. Certainement, comme madame l'a expliqué, Simone est décédée sans testament formel déposé. Selon les règles de succession en France, ses biens reviennent d'abord à son héritier direct, en l'occurrence Gérard, puis aux bénéficiaires désignés par des écrits informels. Il se trompait, Simone avait un contrat de gestion de patrimoine en bonne et due forme qui contournait la succession classique, mais le notaire ne le savait pas parce que Béatrice ne lui avait pas dit la vérité. Elle lui avait dit que Simone était morte sans rien d'autre qu'une boîte de vieux papiers. Clara, a dit Béatrice en se tournant vers moi, accepterais-tu de nous montrer le contenu de cette boîte? J'ai ouvert le couvercle, j'ai sorti la lettre et je l'ai posée face cachée sur la table, j'ai sorti la carte de visite et la clé. C'est une clé de coffre-fort, ai-je dit, à la Banque de Bretagne. Béatrice s'est penchée en avant. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Des documents, des actes de gestion. La pièce est devenue silencieuse. Le stylo du notaire s'est arrêté. Quel genre de gestion? A-t-il demandé. J'ai fouillé dans mon sac, pas dans la boîte en bois mais dans mon propre sac, et j'ai sorti une épaisse chemise cartonnée, les copies que monsieur Navarret m'avait faites. J'ai fait glisser les documents sur la table. Un mandat de gestion de patrimoine établi par Simone en 1982, ai-je déclaré, me nommant comme unique bénéficiaire. La valeur actuelle est d'environ 8,7 millions d'euros. Le visage de Béatrice est passé par 3 émotions en 2 secondes, la confusion, l'incrédulité, puis une rage primitive. C'est impossible, a-t-elle bégayé, Simone vivait dans une bicoque, elle conduisait une voiture de 15 ans. C'était une investisseuse très disciplinée, ai-je répondu, elle a commencé avec des revenus locatifs et a réinvesti chaque centime pendant 40 ans. Le notaire lisait les documents, son visage était devenu blême. C'est un acte parfaitement légal et exécutoire, a-t-il dit lentement, cela ne fait pas partie de la masse successorale classique, c'est un instrument juridique distinct. La main de Béatrice a frappé la table. Cette vieille femme était folle. Elle était sous morphine, elle n'a pas pu faire ça. Le contrat a été établi en 1982, maître, a précisé Thomas, il y a 42 ans, bien avant toute question de capacité mentale. Béatrice a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Béatrice à court de mots. Et c'est là que j'ai abattu ma deuxième carte. Puisque nous sommes tous réunis, ai-je dit d'une voix calme et clinique, je pense qu'il y a d'autres documents que nous devrions examiner. J'ai sorti un deuxième dossier de mon sac, celui-ci était rouge. Thomas est auditeur financier, ai-je continué, et au cours de la semaine dernière, il a examiné les relevés financiers de ce foyer. Papa, j'ai besoin que tu regardes ça. J'ai fait glisser le dossier vers Gérard. Il l'a ouvert avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? A-t-il chuchoté. Ce sont les documents de réhypothèque pour les 3 appartements de Guérande que grand-mère t'avait donnés, ai-je expliqué. Béatrice les a tous refinancés pour un total de 620 000 € en utilisant ta signature falsifiée. Les mensualités ne sont plus payées depuis 9 mois et 2 propriétés sont en cours de saisie. Gérard fixait les documents, sa bouche bougeait mais aucun son ne sortait. Il y a aussi un prêt sur cette maison même, ai-je poursuivi, ouvert il y a 18 mois, 180 000 € prélevés sur la valeur d'une maison que tu possédais entièrement. Cet argent a servi à financer la boutique de Julien, qui a fermé il y a 6 mois. Le sourire de Julien a disparu, il est devenu livide. Et voici, ai-je dit en sortant la dernière feuille, une comparaison de ta vraie signature, papa, et des signatures sur ces contrats de prêt, elles ne correspondent pas, aucune d'entre elles. Gérard a regardé Béatrice. C'était la première fois qu'il la regardait vraiment depuis des années. Le brouillard qui l'entourait depuis la mort de ma mère semblait se dissiper légèrement. Béatrice, est-ce que c'est vrai? A-t-il demandé. Le masque de Béatrice a volé en éclats. Ne t'avise pas, a-t-elle sifflé en me pointant du doigt, ne t'avise pas de venir chez moi pour dire ça. C'est sa maison, ai-je rétorqué, tu l'as mise en péril sans son consentement. J'ai fait ce qu'il fallait faire.
a hurlé Béatrice, sa voix craquant. Et pendant un instant, j'ai vu derrière sa rage une peur animale, la peur d'une femme qui avait bâti sa vie sur le vol et le paraître et qui voyait tout s'effondrer. Est-ce que tu sais ce que ça coûte de maintenir ce train de vie? Est-ce que tu sais ce qu'il faut pour garder les apparences pendant que ton père reste assis là comme un zombie? Quelqu'un devait prendre les commandes. Quelqu'un devait falsifier sa signature et commettre un abus de faiblesse sur une personne vulnérable, a ajouté Thomas calmement. C'est un délit grave, Béatrice. Le notaire s'est levé brusquement. Je dois préciser que je n'étais absolument pas au courant de ces agissements, madame m'a sollicité uniquement pour la succession, je n'ai aucune implication dans. Rasseyez-vous, maître, a aboyé Béatrice. Mais le notaire n'est pas resté, il a fermé sa mallette. Je vais me retirer, a-t-il dit, je recommande vivement à chacun ici de prendre son propre avocat immédiatement. Il est parti sans serrer la main de personne. Béatrice s'est tournée vers Julien. Dis quelque chose. Julien a regardé sa mère, puis les documents sur la table, puis il m'a regardé. Pour la première fois, j'ai vu de la honte sur son visage. Maman, a-t-il dit tout bas, est-ce que tu as vraiment imité sa signature? Je l'ai fait pour nous, a crié Béatrice. Pour notre avenir. Cet argent était à lui, a répondu Julien, c'était son argent, maman. La pièce est devenue silencieuse. Béatrice a regardé son fils comme s'il venait de la gifler. Gérard fixait toujours les documents, passant son pouce sur les signatures qui n'étaient pas les siennes, essayant de concilier l'écriture d'une étrangère avec la femme à qui il avait tout confié. Papa, ai-je dit doucement en m'approchant de lui. Je me suis agenouillé à côté de son fauteuil, comme je le faisais quand j'étais petite à côté de ma mère. Je suis là, je ne m'en vais pas. Il m'a regardé, ses yeux étaient embués. Clara, a-t-il dit, je suis désolé, je suis tellement désolé de l'avoir laissé faire. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je répondu, nous allons réparer ça, mais j'ai besoin que tu me laisses t'aider. Il a hoché la tête. C'était un petit mouvement, à peine perceptible, mais c'était le premier acte de volonté de Gérard depuis 15 ans. Je me suis relevé pour faire face à Béatrice. Elle respirait fort, son vernis social était en ruine. Voici ce qui va se passer, ai-je déclaré. Lundi matin, je dépose un signalement auprès du procureur de la République pour abus de faiblesse, faux et usage de faux. Thomas a déjà préparé le dossier, chaque document, chaque virement, tout y est. Tu ne peux pas, a chuchoté Béatrice. Si, je peux. Et je vais demander une mise sous sauvegarde de justice pour mon père, ce qui signifie que tu n'auras plus jamais accès à ses comptes, tu ne pourras plus rien vendre ni signer en son nom. Je me battrai, a dit Béatrice, mais sa voix sonnait creux. Elle savait ce qu'il y avait dans ce dossier rouge, elle savait que chaque crime était documenté et daté. Tu peux essayer, ai-je conclu, mais sache que les preuves ont déjà été envoyées à 2 avocats différents et sauvegardées en 3 lieux sûrs, détruire des papiers ne servira à rien. Béatrice a regardé autour d'elle, Gérard qui ne la regardait plus, Julien qui fixait le sol, la chaise vide du notaire, et moi, la fille qu'elle avait reléguée au grenier, debout devant elle avec 8,7 millions d'euros et la vérité sur chacun de ses mensonges. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Elle s'est arrêtée la main sur la poignée. Tu penses avoir gagné, a-t-elle dit, mais cet argent ne te rendra pas heureuse, Clara. Ça ne fera pas revenir ta mère, ça ne guérira pas ton père et ça ne changera pas ce que tu es, une moins que rien qui a eu de la chance. Peut-être, ai-je répondu, mais je préfère être une moins que rien chanceuse qu'une délinquante en cachemire. La porte a claqué derrière elle. C'était il y a 3 semaines. Béatrice a été mise en examen pour plusieurs chefs d'accusation de faux et d'abus de faiblesse. Elle a d'abord nié, mais les preuves apportées par l'audit de Thomas étaient accablantes. Son avocat essaie maintenant de négocier une peine réduite contre un remboursement total. Julien m'a surprise, 2 jours après la confrontation, il est venu chez moi, seul, sans sa veste de luxe. Il avait l'air fatigué, plus petit. Il s'est tenu sur le pas de la porte et m'a dit, « Je ne savais pas pour les signatures, je te le jure. » Je l'ai cru. Pas parce qu'il est digne de confiance, il a été l'écho de Béatrice toute sa vie, mais parce que j'ai vu sa tête quand il a réalisé que tout ce sur quoi il avait bâti son identité était du sable. Je ne suis pas ton ennemi, Julien, ai-je dit. Il a hoché la tête et m'a envoyé un message le lendemain, pour ce que ça vaut, ta grand-mère était la seule personne de cette famille qui était vraie.
C'était la chose la plus gentille qu'il m'ait jamais dite. Gérard vit toujours dans sa maison, sa vraie maison. J'ai engagé des artisans pour réparer tout ce que Béatrice avait laissé se dégrader, le toit qui fuyait, la chaudière cassée, les marches du perron qui pourrissaient. Et j'ai fait une dernière chose. Je suis allé au cadre de la porte de la cuisine, celui que Béatrice avait repeint il y a 15 ans, et j'ai soigneusement poncé la peinture grise jusqu'à ce que les marques au stylo bleu réapparaissent. Elles étaient pâles mais lisibles. La première rentrée de Clara, Clara a perdu sa dent de lait, Clara ma petite fille courageuse. J'ai montré cela à Gérard. Il a posé sa main sur le cadre de la porte et est resté là longtemps sans parler. Quand il a enfin levé les yeux vers moi, il pleurait, mais c'étaient les premières larmes honnêtes que je voyais chez lui depuis 15 ans. « Ta mère serait fière de toi », a-t-il dit. Je pense qu'elle le serait aussi. Le patrimoine est désormais sous ma gestion et Monsieur Navarret continue de m'accompagner. Je n'ai pas quitté mon travail, j'enseigne toujours en CP. Je conduis toujours ma Clio, même si j'ai enfin fait réparer le pare-brise. L'argent reste là, fructifiant comme Simone l'avait toujours voulu, discrètement et patiemment. Ce n'est plus une arme, c'est un filet de sécurité. C'est ce que ma grand-mère a passé sa vie à bâtir pour que je n'ai plus jamais à me sentir rabaissé ou démuni. Thomas est à côté de moi sur le perron de la maison de Simone, qui est la mienne maintenant. Le golfe est argenté sous la lumière du matin, on entend les carillons des voisins et le ronronnement lointain d'un bateau de pêche qui sort en mer. « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui » me demande-t-il. « Rien, ai-je répondu, et en même temps tout, je veux juste rester ici, boire mon café et ne plus avoir peur. » Il pose sa main sur la mienne et nous regardons l'eau. Ces 8,7 millions n'ont pas changé qui je suis toujours Clara, toujours institutrice, toujours la même. Mais je suis aussi la femme qui est entrée dans une banque avec une petite clé en laiton et qui en est ressortie avec 40 ans d'amour rendu tangible. La femme qui a regardé un monstre dans les yeux et a dit non sans ciller.